Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et pour notre dernière émission de la saison, c'est un bilan de l'année politique que je vous propose. On reviendra évidemment sur les violences urbaines, les 6 mois de bras de fer autour de la réforme des retraites, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon et ce remaniement en forme d'arlésienne. Beaucoup de thèmes passionnants à décortiquer dans une minute. Et puis pour notre second débat, ce sont les dangers du surtourisme que je vous propose d'analyser. La France, première destination mondiale, mais certains sites sont fragilisés par l'afflux de visiteurs, des risques écologiques évidemment, mais aussi économiques. Il y a un souci de tourisme de masse, ce qui veut dire que maintenant, pour se loger, ça devient compliqué. Pour se garer, ça devient compliqué. Pour vivre dans le village, ça devient compliqué. Et ça occupe énormément de place. Et du coup, les écoles ferment, les commerces ferment. Et la vie locale, en 10 ans, il y a 350 personnes qui sont parties. Comment protéger nos plus beaux sites sans perdre l'attractivité touristique de la France? L'équation est compliquée à résoudre, vous verrez. Mais d'abord, l'actualité, c'est la crainte d'une nouvelle flambée de violence à l'occasion des fêtes du 14 juillet. Quel est le dispositif de sécurité? Quelles sont les villes qui ont préféré annuler les festivités? Première réponse grâce à Mathias Arez. C'est un 14 juillet à haut risque auquel se prépare l'exécutif. Le gouvernement, mais aussi le chef de l'État redoutent une reprise des violences urbaines. Alors Emmanuel Macron, en plein sommet de l'OTAN à Vilnius, a tenu à afficher sa fermeté. S'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Pour prévenir d'une éventuelle menace, un dispositif de sécurité inédit sera déployé les nuits de jeudi et vendredi. Nous avons décidé de la mise en place d'un dispositif exceptionnel puisqu'il s'appuiera pour les 13 et 14 juillet sur 130 000 policiers et gendarmes agents du ministère de l'Intérieur, dont 45 000 chaque soir, spécialement équipés et organisés pour procéder à la lutte contre les violences urbaines, selon les mêmes modus operandi que pendant les 4 jours d'émeute. Outre ces effectifs, les forces spéciales du GIGN, du RAID et de la BRI seront aussi en alerte. Appuyées par des moyens hélicoptères et des blindés de la gendarmerie. Tout cela sans compter les 40 000 pompiers sur le territoire. Pour éviter tout débordement, certaines communes ont préféré annuler leurs feux d'artifice. Une décision inacceptable pour le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Mais est-ce que vous vous rendez compte du recul que cela représente que de ne pas assumer la fête nationale, d'assumer la prise de la Bastille et la fête de la Convention? C'est un signe de plus d'un malaise très profond dans la société française. Et aujourd'hui, à cause de voyous, on ne peut plus célébrer la fête nationale. Je crois que c'est bien plus grave qu'on ne le pense. Une annonce que souhaite relativiser Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Et comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, il n'y a pas d'instruction du gouvernement. Ce sont des décisions individuelles. Ce sont des décisions individuelles en nombre extrêmement limité. Pour limiter les débordements, l'usage et la vente de tous les articles pyrotechniques, dont les mortiers d'artifice utilisés par les émeutiers, seront interdits jusqu'à samedi. Je vous présente tout de suite mes invités. Franck Morel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe et expert emploi à l'Institut Montaigne. Mélodie Mock-Gruet, bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste de l'Assemblée nationale, auteur de ce livre, Le Petit Guide de l'amendement aux éditions Pepper l'Harmattan. Jean-Louis Missica, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur éditorial de la revue de Terra Nova, La Grande Conversation. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, bienvenue à vous. Peut-être un mot pour commencer sur effectivement ce symbole, Franck Morel, alors c'est pas partout en France, c'est dans quelques villes, mais quand même ce symbole de fête du 14 juillet annulée. Oui, c'est les feux d'artifice qui sont annulés. Oui. C'est pas forcément les fêtes en tant que telles. Je discutais hier, je crois, avec un élu local qui me disait qu'ils avaient envisagé précisément, avec plusieurs années sans les feux d'artifice, de les rétablir cette année et qui se posait la question justement à nouveau cette année. Donc ça date pas de cette année, les questions autour des feux d'artifice.
D'un point de vue très pragmatique, je pense que c'est une préoccupation liée à l'ordre public, au regard de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et moi, ça ne me choque pas. Et moi, le bal des pompiers. Les pompiers. Le bal des pompiers. Le bal des pompiers, oui. Mais il n'y a pas forcément de feux d'artifice dans le bal des pompiers. Après, c'est la question de l'usage des feux d'artifice et de ce détournement qui pourrait en être fait. Donc moi, ça ne me choque pas que par rapport au risque constaté voici quelques jours avec les émeutes, etc., on puisse s'interroger sur le fait de ne pas faire de feux d'artifice cette année. C'est pas un drame, il y en aura, ça reviendra. Quand David Lisnard, Mélodie Mogret dit on cède aux voyous d'une certaine façon, comment vous analysez peut-être le positionnement politique de David Lisnard, et est-ce que vous êtes en partie d'accord avec ce qu'il dit? Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un positionnement politique assez fort. Il veut montrer que on ne doit pas reculer par rapport aux émeutes. C'est très important de fêter le 14 juillet. C'est un symbole. Après, il y a toujours la question entre l'équilibre entre liberté et la sécurité. Voilà. Est-ce que l'État doit privilégier la liberté des gens ou leur sécurité? Ça, c'est toujours en permanence. Ça a toujours été le cas du gouvernement, des préfets, des maires. Et ça, c'est à eux de prendre les décisions au cas par cas, en fait. Voilà. Alors, il y a des critiques qui sont plutôt exprimées, on va dire, à gauche de l'échiquier politique, d'une instrumentalisation ou dramatisation de la part du gouvernement. Je vais vous poser une question là-dessus, Jean-Louis Missica, mais d'abord, je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. C'est aujourd'hui Éric Dupond-Moretti, on va dire solennel. C'est une fête que nul ne doit pouvoir gâcher, sous quelque prétexte que ce soit. La violence n'a aucune place, je dis bien aucune, dans notre société. Si d'aventure, certains souhaitaient gâcher la fête, je veux dire ici de façon solennelle, claire, que la justice sera au rendez-vous des obligations qui sont les siennes. J'ai redemandé, dans une dépêche qui sera diffusée dans quelques heures, aux magistrats une réponse rapide, systématique et ferme. Jean-Louis Missica, la réponse du gouvernement face aux émeutes, pour l'instant, c'est une réponse sécuritaire. Il y aura peut-être une réponse plus profonde sur la politique de la ville, etc., etc. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'une réponse sécuritaire dans un climat comme celui-là? Je crois qu'il n'y a absolument aucun choix. C'est-à-dire que la première chose que vous avez à faire quand vous êtes un gouvernement, c'est de rétablir l'ordre. Et c'est ce que demandent en général les électeurs, les citoyens. Et là, en l'occurrence, ils font une espèce de prévention, de discours préventif pour essayer de dissuader le plus de candidats possible à l'émeute de faire quelque chose dans la nuit du 14 au 15 juillet. Franchement, je trouve qu'ils sont dans leur rôle. Alors peut-être qu'ils surjouent un tout petit peu son rôle, Dupond-Moretti, mais enfin... Bon, l'avocat est toujours là. Voilà, c'est ça, il plaide. C'est une bonne guerre. Il plaide. Moi, je suis d'accord avec vous, Jean-Louis Missica, et je crois que votre deuxième partie de réponse est la plus juste, c'est-à-dire qu'on oublie souvent dans tous ces débats sur les émeutes urbaines l'opinion publique. Et qu'en pense l'opinion publique, cette majorité silencieuse que l'on n'entend pas? Et quand on l'interroge dans les enquêtes d'opinion, c'est très clair, Thomas. La sécurité, c'est l'exigence première de tous les Français, quasiment, d'une grande majorité. Donc, oui, bien sûr qu'il faut rétablir l'ordre. D'accord, c'est une mission régalienne, mais il y a aussi écouter ce que demande son peuple. Et on a quand même critiqué largement le gouvernement sur sa surdité depuis des mois. Là, pour une fois, peut-être qu'il répond au peuple. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même une question qui tourne autour du silence ou d'un relatif silence, même si on a entendu Emmanuel Macron prendre la parole depuis l'OTAN, ce qui n'est pas banal sur une situation intérieure. On sait qu'en général, les présidents de la République disent qu'ils veulent l'éviter, mais le font régulièrement. Bref, Jean-Louis Missica, le président de la République a choisi de ne pas donner d'interview après le défilé militaire du 14 juillet. Sans doute parce qu'il y a des craintes de violence ce soir ou demain soir. Est-ce que vous trouvez ça, là aussi, cohérent? Bien sûr. Je trouve ça tout à fait cohérent. Il y a des fois où le silence, c'est la bonne stratégie de communication. Et je pense que nous sommes là dans une situation où c'est clairement la bonne stratégie de communication. Imaginons qu'il fasse un discours autour de la notion d'ordre et d'autorité et qu'il y ait des émeutes dans la foulée. Imaginons même que l'une des phrases qu'il prononce
soit utilisé par un certain nombre de gens pour dire que c'est à cause de lui que le faux aux poudres a été remis. Donc franchement, surtout qu'en plus, il n'a pas grand-chose à dire, il faut bien le reconnaître entre nous. Et donc, ne pas faire de déclaration le 14 pour éventuellement en faire une le 15, voire à la rentrée, n'a pas beaucoup d'importance. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, il n'y a pas eu encore de grille de lecture, même sociologique, de la part du président de la République sur ce qui s'est passé après la mort de Naël, sur ces 5 ou 6 nuits d'émeute. On l'attend quand même, cette parole. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il est intéressant de mettre en avant la raison de savoir pourquoi on se pose cette question avec autant d'acuité. On se pose cette question avec autant d'acuité pour 3 raisons, qui sont effectivement, le contexte que vous venez de rappeler de la mort de Naël et des émeutes qui ont suivi, mais 2 aussi, parce qu'on est à la fin de la période que le président de la République lui-même avait fixée à la fin de la séquence retraite, en indiquant que on ferait un point justement à la fin de cette période dite d'apaisement, entre guillemets. Les 100 jours. Et puis 3, parce que on a connu avec des présidents, des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, une tradition pendant longtemps du fameux interview du 14 juillet. Et donc ces 3 éléments font qu'on grossit un peu le trait et on se dit mais bon sang, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas maintenant? Alors après, la politique, c'est l'art de faire des arbitrages, et vous avez donné les termes de l'arbitrage, effectivement. C'est-à-dire que malgré les 3 éléments de contexte que je viens d'indiquer, eh bien, il y a un 4e élément de contexte qui est plus puissant encore que ces 3-là, qui est le besoin de faire retomber la pression, le fait de ne pas en rajouter par rapport à une situation qui n'est pas encore, qui est formellement calmé, mais qui n'est pas formellement stabilisé sur ce calme, justement. Avec un risque de reprise d'incendie. Et pour lequel il faut toujours rester vigilant. Alors le point après, la question qui se pose après, c'est, il ne va pas parler là, mais est-ce que avant la fin du mois de juillet, par exemple, il y aura un élément de prise de parole, pas forcément oral, peut-être sous forme d'interview ou autre. Est-ce qu'il y aura des jalons qui seront posés par rapport aux 3, en tout cas à la question mort de Naël et émeute, et à la question fin de la séquence entre guillemets. Alors moi je prends un pari, parce que j'adore prendre des paris ici sur ce plateau. Ce sera une interview de presse écrite. Parce que Emmanuel Macron a toujours choisi la presse écrite quand il s'est agi d'analyser une situation complexe comme celle que nous avons vécue ces derniers mois. Avec une hypothèse presse quotidienne régionale, on verra si elle se confirme dans les prochains jours. Alors c'est la dernière émission de la saison pour ce débat 100% politique. Je vous ai demandé de choisir un événement marquant. Évidemment, vous avez tous choisi de parler de ces violences urbaines. Donc on va commencer par ça, Mélodie Mock-Gruyer. Peut-être, alors c'est paradoxal ce que je vais vous demander, parce qu'on se dit on a peut-être le temps et le recul de l'analyse, et en même temps, si ça se trouve, et personne ne le souhaite autour de cette table, il y aura une reprise dans les prochaines heures. Quelle est votre analyse de cette flambée de violence en France ? Non, mais alors, c'est assez compliqué. Il y a eu des articles, des excellents articles qui ont été faits, dont Jérôme Fourquet qui a analysé dans Le Point le pourquoi, c'est-à-dire à la fois, bien évidemment, on regarde les centres, anciens centres industriels, de pauvreté, des problèmes également d'emploi, il y a beaucoup de chômage, des problèmes de deal et compagnie. Donc il y a une explication sociologique qui a été apportée par pas mal de gens, qui n'est pas mon point fort. Moi, je suis juriste constitutionnaliste. On connaissait déjà. Voilà, et il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a absolument pas de surprise du tout. La seule chose qu'on pourrait remarquer, c'est qu'il y a une violence plus importante vraiment qu'en 2005. Même quand on regarde juste les chiffres, on a 9000 voitures brûlées, là on en a 12 000 en moins de jours. Oui, on a à peine une semaine, alors que 2005 c'était 3 semaines. C'était 3 semaines. Là on a 700 bâtiments brûlés. On voit qu'il y a vraiment une violence globale. Alors il y a les réseaux sociaux aussi qui sont plus importants qu'en 2005, donc ça se propage de façon beaucoup plus importante. Et la question c'est vraiment, est-ce qu'on est vraiment à un point, ça s'est calmé, ou est-ce qu'une étincelle suffit de repartir, quoi. Jean-Louis Missika, vous avez publié dans la revue Terra Nova, La Grande Conversation, une analyse qui est très fine et peut-être plus surprenante qu'on ne le croit de ce qui s'est passé. Peut-être on peut commencer sur la géographie de ces émeutes-là. Écoutez, oui. D'ailleurs, je crois que Elisabeth Borne l'a dit aussi dans son interview. On constate que ce ne sont pas que les quartiers politiques de la ville qui se sont embrasés, et même que près de 50% des quartiers politiques de la ville n'ont pas bougé. Et près de, je vous cite les chiffres de mémoire, mais 60%
des émeutes ont eu lieu dans des endroits qui ne sont pas quartiers politiques de la ville. Peut-être qu'il faut préciser pour nos auditeurs que quartiers politiques de la ville, c'est ce qu'on appelle les quartiers difficiles, ceux sur lesquels on investit de l'argent pour essayer de rénover à la fois d'un point de vue urbanistique et social. Donc déjà, cette géographie des émeutes est différente de celle de 2005, de façon assez importante. Après ça, bien sûr, il y a l'âge des jeunes qui sont... et il y a un chiffre qui nous a beaucoup frappé, qui est celui de 430 bureaux de tabac... qui ont été brûlés ? Qui ont été brûlés et détruits. Et alors, comment vous l'analysez ? Eh ben, l'analyse, elle est simple. C'est les dealers qui en profitent pour détruire la concurrence. C'est-à-dire que la vente de cigarettes de contrebande est une activité extrêmement importante un peu partout en France, mais en particulier dans ces quartiers. Alors, à la fois, on refait ses stocks en pillant le bureau de tabac et en même temps, on détruit des concurrents. Mais c'est assez troublant quand on regarde la nature des bâtiments qui ont été détruits. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les bibliothèques, les écoles, parce que ça, c'est profondément choquant. Mais enfin, les bureaux de tabac, c'est aussi impressionnant. Mais ce qui moi, c'est la première fois que je le lis et je l'entends, cette analyse. Elle est effectivement à la fois édifiante et un peu effrayante. Mais il y a quand même aussi, et ça on l'a plus analysé, Franck Morel, la question des édifices publics qui d'une façon ou d'une autre ont ce drapeau français affiché et ont été une cible. Là aussi, il y a quand même des leçons à tirer de ça. Oui, bien évidemment, il y a des leçons à tirer. Moi, si je devais trouver un mot pour caractériser cette séquence, qui est un mot assez inquiétant d'ailleurs, c'est le mot radicalisation. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a pu constater en 2005, on constate un phénomène de radicalisation, c'est-à-dire d'intensification de la violence, au sens où la séquence est plus violente encore, vous l'avez dit, qu'elle ne l'était en 2005. C'est des personnes plus jeunes que les personnes qui étaient concernées en 2005. Et à tous les échelons de la société, il y a une radicalisation du regard sur ce qui se passe. Radicalisation des jeunes qui ont procédé à ces émeutes, beaucoup plus violents, en direction des bâtiments publics. Radicalisation de l'opinion publique qui est beaucoup plus encore qu'en 2005 en besoin d'ordre et d'actionner le levier sécurité, beaucoup plus que ça n'était le cas en 2005. Et donc, c'est assez inquiétant parce que ça renvoie aussi d'une manière plus générale, dans le champ politique en particulier, on a pu le constater à diverses reprises, à une forme de radicalisation de l'opinion publique sur différents sujets. Qu'est-ce que ça va donner ? De fracturation de la société. Et de fracturation de la société. Jérôme Fourquet avait parlé, notamment à l'époque des Gilets jaunes. Oui. Finalement, on se rend compte que ces archipels existent aussi et existent depuis 40 ans dans les quartiers populaires. Exactement. Je ne partage pas tout à fait cette analyse. Mais allez-y. Non, mais je respecte beaucoup le travail de Jérôme Fourquet, mais enfin dire qu'il y a une archipélisation de la France mériterait un long débat. Et moi, je ne suis pas du tout sur cette vision des choses. Mais enfin, on va laisser ça de côté. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites. Il faut quand même regarder un détail qui me paraît important, c'est le fait que les émeutes ont duré beaucoup moins longtemps qu'en 2005. Et ça, c'est très très lié au monde dans lequel nous vivons, qui est le monde des réseaux sociaux, de l'instantanéité et de l'éphémère. Et du coup, ces moments politiques, ça ressemble davantage à des spasmes. Qu'à autre chose. Vous voyez, c'est une espèce de spasmodie politique. Et je partage votre point de vue sur la radicalisation. Ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Mais il faut bien voir aussi, alors naturellement, les émeutes se sont transformées en pillages. Les pillages ont choqué la population à juste titre. Mais le point de départ de tout ça, c'est quand même un sentiment d'injustice de la part d'une partie de la population sur les contrôles de police et la relation à la police. Et ça fait partie des réponses de fond qu'il va bien falloir apporter à un moment ou à un autre. C'est ce que je voulais dire en disant, pour l'instant, la première réponse est sécuritaire et elle est légitimement sécuritaire. Je pense que tout le monde autour de cette table sera d'accord, mais il va falloir une autre réponse quand même. Allez-y. Il y a une réponse financière aussi qui arrive avec le projet de loi entre guillemets urgence sur la reconstruction. Sur la reconstruction. Qui devrait être assez consensuel, ça devrait passer facilement à l'Assemblée, non ? Que le Parlement va voter ça.
Moi, personnellement, je pense que ça va être voté, mais ça va pas être aussi simple. Alors là où ils sont très forts, c'est que quand on regarde le projet de loi, ce sont 3 articles, mais 3 demandes d'ordonnance. Donc, quand on fait des ordonnances, on peut très peu amender. On peut juste amender en rétrécissant le champ. Donc, on peut, voilà, l'opposition va pas pouvoir dire je veux rajouter ci, je veux rajouter ça. Donc, le débat va réussir à être assez court grâce au choix, encore une fois, du véhicule législatif qu'a fait le gouvernement. Mais je ne vois pas l'opposition comme LFI laisser passer ça. Ça va être une vraie tribune de dire le vrai problème n'est pas là. C'est pas l'argent qu'on demande, c'est... Oui, donc ils remettront la question des violences policières sur le tapis, exactement. etc. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont utiliser une motion? Est-ce qu'ils la police? On connaît l'argumentaire de la France Insoumise. Alors écoutez, ce sera à suivre dans les prochains jours, et notamment sur les chaînes parlementaires. Franck Morel, parmi les événements marquants de l'année, alors vous aviez encore une fois, je vous ai demandé, donnez-nous-en plusieurs pour qu'on ne parle pas que d'un seul thème. Vous avez choisi ce moment, regardez. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Voilà les premières minutes d'Elisabeth Borne à Matignon. Franck Morel, quel bilan faites-vous de son action ? Le bilan, il est totalement phagocyté par la séquence réforme des retraites, donc il n'est pas évident à faire de ce point de vue-là. Je pense qu'on aura un peu plus de recul si Elisabeth Borne rempile, entre guillemets, à Matignon pour faire un bilan. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai cité cet événement comme l'un des 2 événements marquants de l'année, c'est que Emmanuel Macron, au début de chacun de ces 2 quinquennats, a choisi, en nommant par le choix de son Premier ministre, de prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire. Au début du premier quinquennat, il a pour la première fois nommé quelqu'un qui ne l'avait pas officiellement soutenu lors des élections présidentielles, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Et lors de son second quinquennat, il nomme à nouveau, alors que ça n'était pas arrivé depuis 1991, une femme à Matignon, et en plus en surprenant, puisqu'il y a eu, avant la séquence Catherine Vautrin, effectivement, qui s'est terminée comme on le sait. Qui avait été annoncée pour devenir première ministre, et puis choisie au départ. Choisie au départ, effectivement, et puis malheureusement pour elle, effectivement, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout du processus. Et donc, c'est un point qui est notable, parce qu'il y avait une très forte demande de la part de beaucoup d'acteurs dans le monde politique, et même de la part d'une large part de l'opinion publique, pour qu'une femme revienne enfin à Matignon, après de nombreuses années effectivement passées depuis la fin de la séquence Édith Cresson. Et donc il a choisi effectivement de satisfaire cette demande très, très, très forte. Alors après, une fois qu'on a dit ça, ça n'enlève rien à toutes les difficultés qu'a connues Elisabeth Borne avec le contexte de majorité relative, avec le fait que son premier chantier a été le chantier des réformes des retraites, avec toutes les difficultés qu'on connaît à ce chantier et qu'ont connu ce chantier. Mais c'est un point qui est notable. Alors, quand même, sur le destin d'Elisabeth Borne, regardez ce sondage Odoxa pour le Figaro, publié en cette fin d'après-midi de jeudi. Elisabeth Borne doit-elle rester Première ministre? Le oui à 34%, le non à 65%. Jean-Louis Missika, celles et ceux qui souhaitent un changement de Premier ministre risquent-ils d'être déçus? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je vois pas très bien. Emmanuel Macron est dans une impasse, mais c'est une impasse politique que l'on connaît pratiquement depuis les élections de juin 2022. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et la seule formation politique avec laquelle il pourrait avoir... Pas de majorité absolue. Il a une majorité relative. Oui. Il n'a pas de majorité absolue. Oui. Pour voter les lois, il faut une majorité absolue. Et sauf si vous utilisez le 49.3, mais enfin bon, visiblement c'est compliqué. Enfin, on a une spécialiste. Oui, on en parlera tout à l'heure du bilan parlementaire, on va dire, de l'année. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Non, par contre, le seul parti politique avec lequel il pourrait passer une alliance, les Républicains, et je pense que ça, c'est un événement marquant de l'année 2023, a pris une décision majeure avec leur conférence de presse conjointe là, des trois leaders à propos de l'immigration, a pris une décision majeure qui est de donner un coup de barre, non pas à droite, mais à l'extrême droite.
Et donc ça, si vous voulez, ça crée une situation où, par exemple, nommer Darmanin Premier ministre, mais pour faire quoi? Il est incapable aujourd'hui de nouer une alliance avec les Républicains. Donc à quoi ça servirait? Alors ce sera un signal sur l'autorité, l'ordre, etc. Mais enfin, il y a une impossibilité, et donc c'est pourquoi je pense qu'Elisabeth Borne a de bonnes chances, quelle que soit la qualité de ses relations avec Emmanuel Macron, de rester à Matignon encore quelques temps. Le gouvernement qui vit depuis des semaines avec les rumeurs de remaniement. Laetitia, vous avez choisi de nous parler du ministre de l'Éducation nationale sur la sellette depuis des semaines. Il a choisi une communication offensive ces derniers jours, la com de la dernière chance en quelque sorte. Oui, on peut l'analyser comme cela. En fait, c'est une stratégie qui a été choisie, c'est de faire du clash pour se défendre. C'est un peu cette stratégie, celle de sa collègue à la culture, Rima Abdul-Malak. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais fin juin, quand la grève au Journal du Dimanche a commencé, elle avait tweeté dimanche matin, en disant qu'elle regrettait, avec son café du dimanche, de ne pas avoir le JDD. Et puis elle avait ajouté cette phrase: en droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer? Alors, ce tweet avait fait beaucoup de remous dans la classe politique, était remonté à l'Élysée. Pourquoi, Thomas? C'est quand même la ministre de tutelle qui se permet de critiquer, parce que c'est une critique, la nomination de Geoffroy Lejeune, transfuge du magazine Valeurs Actuelles, à la tête de la rédaction du Journal du Dimanche. Finalement, Pape Ndiaye suit le même chemin. Ah bah oui, mais lui, il va un petit cran plus loin quand même, puisque sur Radio J, Pape Ndiaye a affirmé que CNews et Europe 1 étaient des médias d'extrême droite. Donc ces deux médias du groupe Bolloré étaient des médias d'extrême droite. Et alors, ça a quand même ouvert une séquence un peu levée de bouclier à droite. À l'Assemblée nationale, il a été questionné sur ses propos. Et puis au Sénat hier, écoutez comment le ministre répond. Il est droit dans ses bottes. Il est de mon droit le plus strict de donner un point de vue sur la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision. Il ne s'agit pas de censurer qui que ce soit. Si, monsieur le sénateur, vous aviez écouté mon interview dans sa durée sur les grands chantiers de l'éducation nationale, vous m'auriez interrogé sur la parentalité et l'implication des parents dans la scolarité des enfants. Vous m'auriez interrogé sur l'orientation des élèves avec la découverte des métiers. Vous m'auriez interrogé sur la réforme du bac et les pistes de travail pour la réforme du 3e trimestre. Vous m'auriez interrogé sur la question du niveau en français. Il n'y a rien de tel en politique. Alors, l'anaphore, vous disiez, c'est tout à fait ça. Alors, parce que ça continue. On l'a coupé, c'était trop long pour notre émission. En fait, il fait son bilan, quoi. Il fait tout son bilan. C'est-à-dire que sa réponse, c'est qu'il maintient quand même, il faut reconnaître, ses propos sur CNews et Europe 1, et il fait son bilan comme si il avait déjà un pied dehors et qu'il dressait lui-même son bilan. Oui, mais il veut aussi sauver sa place. Bah oui, c'est son calcul. Il sait qu'il n'est pas en odeur de sainteté à l'Élysée. On le sait, nous, journalistes politiques, on entend ces rumeurs d'une Brigitte Macron qui aurait lâché Pape Ndiaye, d'un Emmanuel Macron, dont c'était le choix premier quand même, qui s'interroge sur le côté emblématique. C'était pour ça qu'il l'avait choisi au départ. Et puis finalement, il s'est fait piquer tous ses dossiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors Brigitte Macron, elle lui a appris le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron lui a pris l'enseignement professionnel. Donc finalement, Pape Ndiaye s'est dit, je vais faire du clash. Pourquoi? Pour être invirable. Et pourquoi? Parce qu'il, s'il est finalement écarté, on dira, il a été écarté à cause de ses propos, mais pas à cause de son bilan. Mais cette communication, elle tranche quand même avec le style qui était le sien, qui était plutôt un style, on va dire, mezzo voce, plutôt profil bas. Ah bah complètement, oui, il était même transparent. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez de son premier déplacement, c'était avec Emmanuel Macron, il était chaperonné à Marseille, il n'avait pas dit un seul mot. Et puis ensuite, il avait tenu cette ligne de communication quasi mutique. C'est quand même paradoxal pour une communication, mais c'était la sienne. Et là, pourquoi sur le papier, cette stratégie du clash est pertinente? Pourquoi? Parce que c'est justement le moment où tous les projecteurs sont braqués sur le ministre de l'Éducation nationale. Il sait qu'il est fragilisé, et si, encore une fois, il est écarté, l'opinion publique
pour être témoin de l'éviction finalement du ministre de gauche. Je vous rappelle quand même qu'il vient de la gauche, que c'était emblématique. Et puis lui, finalement, pourra dire que c'était à cause de son courage politique, de son face aux médias d'extrême droite, finalement. Donc on aura viré, en gros, je vous fais la conclusion. Mais il a reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Oui. Enfin, en tout cas, ce sont les infos qui nous sont remontées. C'est pour ça que je vous dis que cette stratégie est quand même plutôt efficace. Parce que hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il soutenait Pape Ndiaye et son entourage n'arrête pas d'alimenter la presse, les médias, les journalistes avec cette phrase « Oui à la liberté d'expression, mais oui à la critique de l'exercice de la liberté de la presse. Oui à la liberté de la presse, mais oui à la critique de la liberté de la presse » et dans le Figaro. Donc on comprend qu'Emmanuel Macron soutient Pape Ndiaye. Bon, à suivre évidemment. Jean-Louis Missika, c'est un clash pour se sauver ou tout simplement, moi quand je l'ai entendu, je me suis dit, il sait qu'il va sans doute être exfiltré, donc il dit ce qu'il pense. Ça, vous me demandez d'être dans la tête de Pape Ndiaye. Je suis absolument incapable. Je pense qu'il a dit ce qu'il pensait, oui, mais peut-être aussi qu'il y avait un calcul politique derrière. Vous savez, quand un homme politique s'exprime, c'est toujours pareil. Il y a de la sincérité, il y a de la conviction, mais il y a aussi du calcul. Donc, par définition... C'est même très rarement à ce niveau-là, complètement spontané, avec ce type de propos en plus. Mais bon, en même temps, quand il dit qu'il a le droit de le dire, même en tant que ministre, je crois qu'il a parfaitement raison. Si jamais on n'a pas le droit aujourd'hui de dire que CNews ou Europe 1 sont des médias d'extrême droite, où va-t-on dans ce pays, quoi? Donc chacun a son opinion. Je respecte tout à fait les opinions de ceux qui disent que ce ne sont pas des médias d'extrême droite. Simplement, j'aimerais bien entendre des arguments. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait finalement assez peu de textes qui étaient passés en dehors du 49.3. Alors, malgré l'absence de majorité absolue à l'Assemblée, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a tenu à rappeler le contraire, chiffre en main. Écoutons-le. Alors que nous sommes en situation de majorité relative, 47 textes auront été adoptés en un an par le Parlement. Pour les 2 tiers d'entre eux, quasiment, il s'agit d'initiatives parlementaires, ce qui montre que notre démocratie parlementaire se porte bien et nous le saluons. Alors on va discuter des chiffres. Tam Tranui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Quel est le bilan de cette activité législative depuis un an ? Alors, si on fait le bilan, on peut distinguer 3 temps, ou plutôt 3 catégories de textes. Il y a eu les textes où la stratégie de construire une majorité texte par texte n'a pas trop mal marché. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, ce sont les textes budgétaires, bien sûr, ceux de l'automne, loi de finances 2023, budget de la sécurité sociale, qui ont été adoptés à coup de 49.3 à l'Assemblée nationale. Il en a fallu pas moins de 10 pour qu'Elisabeth Borne fasse adopter ces textes. C'était devenu sa petite routine de l'automne dernier. Et puis, il y a eu bien sûr la réforme des retraites, le grand crash, elle aussi finalement adoptée par 49.3, mais pour le coup très contestée par l'opposition et par une bonne partie des Français. Dans son sillage, il y a eu donc une grande victime collatérale, ce projet de loi sur l'immigration que l'on n'en finit pas d'attendre, retiré de l'ordre du jour par souci d'apaisement. L'apaisement, c'est d'ailleurs le slogan des 100 jours qui s'achèvent. Et le gouvernement qui a quand même réussi à construire quelques majorités de projets autour de certains textes. Oui, parce qu'on l'a dit, le quinquennat a commencé avec une nouvelle donne, une mauvaise nouvelle pour le président de la République, la majorité relative à l'Assemblée. Malgré ça, l'activité n'a pas été paralysée. Alors sur la session, ce ne sont pas 47 lois qui ont été adoptées, mais promulguées par le président de la République. Et il y a eu 29 projets de loi qui ont été définitivement adoptés. Alors tantôt avec le concours de la droite, c'est le cas de la réforme de l'assurance chômage ou encore de la loi LOPMI sur les moyens du ministère de l'Intérieur. Tantôt avec le concours de la gauche, la loi sur les énergies renouvelables. Tantôt avec le concours de la droite et d'une partie de la gauche. C'était le cas pour la relance du nucléaire avec des voix LR et des voix communistes à l'Assemblée. Et puis il y a eu 25 propositions de loi qui ont été adoptées, dont 10 d'origine sénatoriale. Alors parmi elles, il y a eu bien sûr des textes très consensuels, comme la proposition de loi pour apporter une aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Et puis des textes un peu moins consensuels. Un dernier texte adopté en date, c'était ce matin, la proposition de loi sur le zéro artificialisation nette, énorme sujet de préoccupation pour les élus locaux, pour qui la mise en œuvre de cet objectif vire parfois au casse-tête. Et si on s'intéresse d'un peu plus près aux 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale ont fonctionné différemment. Oui, 2 chambres,
deux ambiances. L'Assemblée survoltée, au bord de la crise de nerfs, le Sénat toujours plus feutré avec ses échanges à fleurets mouchetés, c'est un peu caricatural, mais c'est pas loin de la réalité. Principale différence avec la session précédente, c'est bien sûr qu'on est passé d'une Assemblée largement dominée par La République En Marche, complètement acquise au gouvernement, à une majorité relative beaucoup plus difficile à maîtriser. Du coup, le Sénat, qui était le contre-pouvoir, qui était boudé par le gouvernement sous Macron 1, est devenu un allié potentiel à qui on parle plus volontiers. Les ministres ont trouvé d'un coup les numéros de portable des sénateurs qui nous ont raconté pour certains être dragués. Oui, voilà. Les temps changent. Mais il y a tout de même une chose qui ne change pas du tout au Sénat, c'est toujours la capacité à faire des commissions d'enquête qui étrillent très poliment, mais qui étrille quand même le gouvernement. Il y a eu bien sûr l'affaire Benalla, les cabinets de conseil sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et puis cette fois-ci, il y a eu la commission d'enquête sur le fonds Marianne qui a dénoncé, je cite le titre de ce rapport, la dérive d'un coup politique de Marlène Schiappa. La ministre avait dit d'ailleurs au début souhaiter cette commission d'enquête avant qu'elle débute. L'histoire ne dit pas si elle le pense toujours. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Tam Tranu, pour ce bilan parlementaire. Et évidemment, je me tourne vers vous, Mélodie Moggoé. Qu'est-ce qui ressort, au-delà des textes, sur finalement le fonctionnement de notre Ve République? Quelles leçons vous en tirez? Alors, déjà, en fait, c'est la première fois... Alors, il y a déjà eu une majorité relative, mais c'est la première fois qu'on a une majorité relative après la réforme de 2008 qui a renforcé les droits de l'opposition. Oui. Donc, il y a un rapport de force qui est déjà différent de 1988. On voit vraiment que le gouvernement perd du terrain, de façon très concrète, en tout cas à l'Assemblée, sur l'ordre du jour. Beaucoup plus de propositions de loi inscrites à l'ordre du jour que des projets de loi. Le nombre d'amendements, 730 amendements déposés, alors qu'il y en avait à peu près 780 sur la même période sous l'ancienne législature. Là, il n'y en a que 323 qui sont adoptés, alors que 90% avaient été adoptés sous l'ancienne législature. Donc moins de la moitié d'adoption d'amendements par le gouvernement. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il perd en pouvoir, en force, et même sur les projets de loi. Il y a un nombre presque similaire de projets de loi. Là, on a donné des projets de loi importants, mais il y a beaucoup de projets de loi traités, donc des simples traités d'application. Donc en réalité, Donc vous dites quoi, c'est une fausse activité législative? Non, c'est pas du tout. En fait, on voit juste les rapports de force. Il y a autant d'activités législatives. On fait toujours autant de lois. Donc d'ailleurs, on peut se poser la question de l'inflation législative. Voilà. mais ça fonctionne différemment. Voilà. Et il y a une fragilité du gouvernement qu'on voit dans les chiffres, en tout cas dans les statistiques et même dans les débats. Et avec un fonctionnement différent, on voit des alliances de circonstances à l'Assemblée nationale qu'on ne voyait pas, des amendements qui peuvent passer quand on est dans l'opposition avec LFI, RN, LR et compagnie qui vont le voter. Alors attention, il y a moins d'amendements votés sous cette législature que la dernière fois, donc c'est un peu surprenant, mais ce n'est pas le même contenu. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux juste émettre une hypothèse dans le changement de fonctionnement? Il y a l'entrée de la médiatisation dans tout ce fonctionnement. Jamais les débats à l'Assemblée n'ont donné autant de bruit médiatique, de reprises médiatiques. En fait, les médias ont feuilletonné. Donc, ça a fait une chambre d'écho, troisième chambre, celle-là, et qui est très importante pour les retombées dans l'opinion publique. Est-ce que c'est la validation de la stratégie LFI, ça, d'une certaine façon, Franck Morel? Il y a une question qu'on peut se poser par rapport au bilan que vous venez de brosser de l'activité législative, c'est est-ce que la séquence réforme des retraites va changer ou pas les choses par rapport à une approche qu'on pouvait qualifier de pragmatique, de vote texte par texte, qui a pu se dérouler très tranquillement, avec évidemment toutes les difficultés que vous avez mentionnées, liées à l'existence d'une majorité relative, mais qui a permis, comme cela a été présenté tout à l'heure, l'adoption d'un certain nombre de textes. Est-ce que la vie, entre guillemets, telle que je viens de la décrire, va reprendre son cours dans les semaines et les mois qui viennent? Ou est-ce que la séquence réforme des retraites aura changé quelque chose d'un point de vue politique dans l'appétence d'un certain nombre d'acteurs? Et je pense en particulier aux Républicains qui ont quand même mis en avant au grand jour, à travers cette séquence, une division assez importante au sein du groupe républicain. Est-ce que ça va se matérialiser politiquement? Ou est-ce que, après un laps de temps, on va revenir un petit peu au fonctionnement texte par texte tel qu'on l'a connu? On peut se poser la même question pour la gauche. Exactement. Parce que comme la NUPES est en train de se déliter, que les européennes arrivent et que là on va avoir quand même un affrontement entre les différentes forces de gauche, il est possible là, de ce point de vue, que les choses soient différentes
pour le Parti Socialiste, pour Europe Écologie Les Verts, et aussi pour le petit parti charnière, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Liot oui. Le groupe Liot. Ça peut changer un tout petit peu la donne aussi. Donc vous nous dites que les leçons de la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron ne seront pas forcément les mêmes pour la seconde année, que l'équilibre de l'Assemblée nationale va peut-être un peu évoluer. Sur les Républicains, quand même, on a l'impression que la leçon qu'ils ont tirée du fiasco de la réforme des retraites, puisqu'ils avaient l'intention de voter ce texte et ils n'ont pas été en capacité de le faire, il faut bien dire les choses comme elles sont. La leçon qu'ils ont tirée, c'est de, en quelque sorte, faire bouger le centre de gravité politique du parti vers l'extrême droite. Et donc, ça ferme la porte, logiquement, à toute négociation, à tout compromis. Mais en réalité, c'est quand même 60 députés qui chacun vote un peu comme il l'entend et qui peuvent voter des textes au cas par cas. Mélodie, si je peux me permettre, déjà on a vu Laurent Wauquiez quand même faire une belle interview dans le Figaro, dans un timing quand même un petit peu... le président de la République ne s'exprime pas, lui s'exprime. Il ne s'était pas exprimé pendant les retraites. Wauquiez, pour les Français, c'est personne quand même. C'est quand même lui qui est à la manœuvre au sein des Républicains. C'est Jean-Louis Missica, mais vraiment, sortez dans la rue, je pense pas que... Non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que... En gros, c'est vrai que ça s'est déporté vers la... Enfin, quand on voit Éric Ciotti, Retailleau et compagnie, ça s'est déporté bien à droite. Quand on regarde l'interview de Laurent Wauquiez, il tend plutôt la main au président de la République et à Gérald Darmanin. Et union sacrée, on l'a revu. Autour de 3 grands thèmes, immigration, sécurité, méritocratie. Au moment où potentiellement il y a des remaniements. Je dis pas que excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir dans cet exercice de communication quand même, qui est celui mis en musique par Laurent Wauquiez, qui va refiler le mistigris à l'autre, on va dire les choses comme ça, du refus de l'union sacrée, entre guillemets. Parce qu'on voit bien que Laurent Wauquiez met sur la table un certain nombre de propositions dont il sait que, pour partie au moins, elles ne vont pas être reprises par la majorité. Et dans l'autre sens, on voit bien que l'une des raisons pour lesquelles le projet de loi immigration ne peut pas avancer comme l'aurait souhaité la majorité, c'est parce que au sein de ce projet de loi, il y a une partie qui n'est pas acceptée précisément par les Républicains, qui est la question des métiers en tension. Et donc on voit bien que derrière cet exercice de communication, il y a le renvoi du mistigris, en gros, moi je veux l'union sacrée, c'est toi qui la veux pas. Et on le voit bien quand Laurent Wauquiez propose cette union sacrée, ou quand le gouvernement met en avant justement un certain nombre d'idées sur l'immigration. Jean-Louis Missica ? Oui, juste pour ajouter qu'il y a peut-être aussi deux Laurent Wauquiez, parce que je vous recommande son interview dans Le Point, où il parle de l'État profond et où il tient des propos que ne désavouerait pas un Donald Trump. Donc la question, c'est de quel Laurent Wauquiez nous parlons. C'est ça, mais c'est vraiment sur le timing. Après, sur le groupe Les Républicains, déjà sous l'ancienne législature, on avait l'impression qu'il y avait... C'était déjà un découpage, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle les Macron compatibles qui se disent droite responsable de gouvernement, ceux qui ne savent pas en fonction du texte par texte, et ceux qui étaient dans une opposition frontale, souvent un premier mandat. Sauf qu'ils étaient 100. Donc ça choquait moins. Et puis, ils arrivaient à basculer à 80 votes sur 20. Là, à 60, surtout qu'on sait que parfois, il manque 5 voix, ça change tout. Ouais, je suis d'accord. Un dernier mot, Franck Morel, il y a quand même une force d'attraction au sein de la majorité pour une partie de CLR. On peut citer Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'il y a un risque d'implosion, tout simplement, puisqu'on essaie de se projeter là dans l'année à venir ? Force est de constater qu'un des éléments explicatifs, ce que vous disiez tout à l'heure sur les 60 députés, sur le fait qu'on a vu toutes les gammes de couleurs, on va dire, dans les positions qui ont été adoptées, un des éléments explicatifs, c'est quand même la sociologie des électorats dans leur circo, dans leur circonscription. Contre qui ils ont gagné au second tour. Et contre qui ils ont gagné, effectivement. Contre le RN. Ça, contre le RN, ou parfois dans d'autres contextes, effectivement. Et ça peut être un élément de décryptage des choix stratégiques différents entre ceux qui poussent plutôt pour une ligne très à droite et puis ceux qui vont pousser pour se rapprocher, comme Nicolas Sarkozy, pour se rapprocher de la majorité. Il n'est pas impossible qu'effectivement, avant la fin du quinquennat,
ça se traduise par une scission. Oui, les paris sont ouverts. Merci à tous. On a fait des paris dans ce débat. Merci à tous d'avoir participé à ce débat politique. Bonnes vacances. Mais merci. J'ai encore 45 minutes juste après avec un débat passionnant. Jean-Louis Missika, je renvoie évidemment au site La Grande Conversation et votre livre, Mélodie Moggoé, le petit guide de l'amendement aux éditions Pepper et l'Harmattan. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.